Le voyage en République tchèque est un périple hors du temps. Mon prochain train est dans 4 heures, l'occasion d'une escapade au château de Prague. Prague, une ville-théâtre où les décors ne sont pas toujours de cinéma. Les Tchèques aiment rappeler avec ironie leur rideau de fer. On joue ici la liberté à ciel ouvert depuis la Révolution de 1989. Place désormais aux bulles de l'espérance, à la magie du nouveau gin et au charme des ruelles d'Edal. Bonjour, bienvenue dans le monde du train. Je suis à Prague, la capitale de la République tchèque. Un petit pays, mais qui a beaucoup de charme. Mon voyage me conduira jusqu'au cœur de l'Europe, au plus près de la nature aussi, comme l'aiment les Tchèques, avec de belles surprises et aussi de petits joyaux. Mais avant de partir, je vais vous emmener faire un petit tour dans Prague, une ville méconnue, mais qui est aussi la capitale magique de l'Europe, comme le disait le poète André Breton. Allez, suivez-moi. La ville de Kafka n'en finit pas d'émerveiller, avec ses mains pointées vers le ciel, son château au perché et ses façades baroques qui n'ont rien du trompe-l'œil. On y vient pour rêver, tutoyer les anciens empires ou se faire admirer comme les princesses d'hier. Oui, une cité vraiment ensorcelante. J'ai rendez-vous avec le conservateur du château de Prague, chargé de rénover ce joyau de l'Europe. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Nous allons nous promener au château de Prague parce que nous avons une belle journée. Allez, venez. Allez, bon, on y va alors. On va par là. Là, c'est donc le palais, la cathédrale et le grand château, c'est ça ? D'ici, nous voyons tout le complexe du château de Prague. Et le palais, qui date du Moyen-Âge, n'a été reconstruit qu'au XVIIIe siècle, pendant le règne de Marie-Thérèse. Alors ce château a vu défiler de nombreux rois et des reines aussi, puis les présidents de la République. J'imagine que les Tchèques en sont très fiers. Oui, le château de Prague est un symbole pour notre pays, pour l'État tchèque et aussi pour l'histoire de l'architecture. Comme vous l'avez dit, la cathédrale a accueilli de nombreux rois et des souverains. C'était là où se déroulaient les couronnements. Et ce château et ses dépendances ont été rénovés pendant des années et des années. Mais on a aussi l'impression que le temps s'y arrêtait dans un autre siècle, non ? Tous les siècles ont connu leur période de reconstruction. Personne ne voulait d'un vieux château. Alors tout a été rénové dans le style qui était pour son époque le plus moderne. On peut voir tous ces différents styles d'architecture qui représentent en fait 10 siècles d'art. Encore aujourd'hui, nous sommes en rénovation et c'est pour ça qu'on voit autant d'échafaudages. C'est maintenant le siège du président de la République. Mais en fait, tout le monde se souvient de l'ancien dissident devenu président, Václav Havel. Et votre métier, je suis sûr que c'est passionnant, c'est d'être conservateur, responsable donc des collections et de la rénovation du château. Vous aimez cela et vous voulez continuer ? Oui, en fait, c'est la continuité qui est importante. J'ai fait des études d'histoire de l'art et juste après, je suis devenu conservateur des collections du château de Prague. Le château de Kafka adore les métamorphoses. Il a vu défiler les siècles et les rois de Bohême, la puissance et la gloire. Un château au trésor bien gardé. Il a beau être hors du temps, la relève est assurée. Mais il est temps de filer sur les rails vers la ville moderne, un poème épique de l'architecture comme l'écrivait Rilke. Et ben voilà, je suis à la gare de Prague, la gare centrale, un petit bijou de l'art nouveau construite au temps de l'Empire austro-hongrois. Et les Pragois en sont très très fiers. D'ailleurs, il y a un petit panneau là-bas marqué Praga Mater Urbium, ça veut dire Prague, la mère de toutes les villes.
Mon voyage me conduira de Prague jusqu'à la frontière autrichienne par la Bohême et la Moravie, leurs châteaux et leurs forêts. Un périple ferroviaire de 800 km qui m'amènera sur des terres de légende. Bon, bah, c'est complet, hein. Pas de place, hein. Bon, bah, donc le train tchèque a beaucoup de succès, il y a beaucoup de monde. Des jeunes, évidemment, des travailleurs qui rentrent chez eux, des employés. Pas de place, bah tant pis. On va un petit peu hanter les couloirs des trains tchèques. Ah bah voilà. Voilà, c'est le bout du train, je suis un peu surpris parce que je trouve la porte ouverte, ce qui est un peu rare pour les Tchèques. Ils ne rigolent pas avec la sécurité. Alors c'est peut-être pour les passagers clandestins. Dobrý den. Je peux avoir du thé? Du thé comment? Du thé noir. Chai charni, ça veut dire thé noir. C'est tout ce que je sais dire en tchèque. Chai charni, hein? Ok. Donc on est en Europe, mais pas du tout dans la zone euro parce que les Tchèques ne veulent pas de l'euro. Donc on est encore avec la couronne tchèque. Et tu fais ce trajet tous les jours? Oh non, pour moi c'est juste un emploi saisonnier. Je fais ça quelques jours par semaine, 3 ou 4. Ah, parce que tu es étudiante? Oui. Où ça, à Prague? Oui, j'étudie à Prague. Je suis étudiante en maths. D'accord. Et après, tu vas être professeur? Non, je préférerais travailler dans le système bancaire. J'étudie la probabilité et je veux me concentrer sur ce domaine. Donc tu dois être très bonne et efficace en statistique. Oui, c'est super. Tu devrais essayer. Et comment est l'enseignement des maths en République tchèque? C'est plutôt bien. Ça dépend. Parfois, les profs ne sont pas capables de bien nous enseigner les maths et ils ne sont pas tous bons. Mais généralement, ce n'est qu'une question d'enseignement. La plupart des enseignants sont très bons. D'accord, ravi de t'avoir rencontré, Noémie. À bientôt. Au revoir. Les voies de Bohême sont riches en mystères. À Jaromír, Bohuslav, un passionné de la voie ferrée, m'attend pour me conduire dans son jardin secret, un musée de vieilles locomotives. Certaines datent du régime communiste et d'autres, plus vieilles encore, de la Première République fondée en 1918. Ah, elle est belle! Unique surtout, un modèle unique. Hello. Dobrý den. Ravi de te rencontrer. Elle est solide. Elle est robuste. Et tu es le chauffeur? Non, je suis le mécanicien. Et je peux t'aider? Oui, viens. Bon voilà, ça s'appelle mettre la main, non pas à la pâte, mais au diesel. Il faut mettre beaucoup de litres. Oui, 10. C'est un passe-temps pour toi ou est-ce que c'est ton métier? C'est mon hobby et c'est mon travail aussi. Ah, ok. Ah. So, hein. C'est pas assez. Allez, ok. Allez, un peu plus. Je vois pas grand-chose. Stop. You know how to repair? Et tu sais comment la réparer car c'est une très vieille machine. Old engine, you know. J'ai tout appris sur les vieux moteurs quand j'étais à l'école des sapeurs-pompiers. Ça, c'est le moteur Tatra. Je le connais bien parce que les pompiers avaient les mêmes. Le reste, j'ai appris ici au musée grâce à mes collègues. Et donc tu aimes cette activité. Et dis-moi pourquoi ça représente une telle passion. Je connais ce musée depuis mon enfance. J'adorais venir voir les locomotives. Il y en avait une à vapeur. Je voyais les personnes qui s'en occupaient, qui les réparaient. Il y en avait même qui les ciraient. J'ai 2 oncles qui travaillent aussi dans les chemins de fer. Je viens ici depuis que je suis gamin. Je suis toujours là. J'aime ça. Quelle est la vitesse? 40 km/h. Ah bon, alors je serais pas effrayé. Non, c'est bon. Alors, Ah, vous êtes le chauffeur? Oui, c'est lui. Olivier, ravi de te rencontrer.
Est-ce que c'est un bon chauffeur? Oui, un bon, c'est le meilleur. Et ça, c'est la vitesse. Oui, les gaz. Speed, gas. Ben voilà, on fait le tour de cette petite plateforme pour essayer de trouver des bons rails. Toujours important de trouver des bons rails pour le chemin de fer. Fais accent quand même parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des gens sur la voie ou des animaux. Alors ça c'est le aigu apparemment. Et là on va faire un petit peu de basse, du ténor. Can I help t'aider? you? Ok, I'm coming. Ah, faut que je mette des gants. Tu as des gants? Gloves, no? Ok. Tant qu'à faire, autant mettre des gants parce que là, faut pas se rater comme on dit. Faut ramener le wagon de derrière, qui pèse plusieurs tonnes, mais avec ça, l'effet de levier. Alors ça, un enfant de 10 ans peut le faire. Bon, oh, ah là, ça commence à être dur. Ah oui, là, ça se durcit un peu, c'est coriace. On sent qu'il y a du lourd derrière. Wow. Aide-moi. Ouais, Martin est costaud, il a l'habitude. Ah oui, voilà, là, on sent qu'il y a du... C'est bon. Voilà. Bon, il y a des manettes partout. Ça me rentre dans les jambes, mais c'est pas grave, ça marche. Un petit peu la bête humaine, mais version un peu plus moderne. En tout cas, il y a du monde sur les voies là-bas. Pourquoi? Parce que nous sommes un jour de congé, un jour de fête en République tchèque. C'est la Sainte Venceslas. Et il y a beaucoup de monde et apparemment les Tchèques viennent avec leurs enfants parce qu'ils adorent le train. Ça va? Olivier, je m'appelle Olivier. Vous aimez prendre le train? Depuis mon enfance, je n'ai jamais arrêté de voyager en train. Je me souviens encore des vieilles locaux. Le réseau est dense en République tchèque. Alors on peut voyager en train où on veut. C'est fini? Fini. Tu dois rentrer, c'est ça? Un beau train, un bon chauffeur et un bon mécanicien. Merci Milan, au revoir et bon voyage. Ok, au revoir. Voyager par le train en République tchèque, payé de 10 millions d'âmes, c'est aussi découvrir les rêves les plus fous. Le mécanicien Martin m'a recommandé d'aller voir un étonnant château. L'œuvre d'un conte original, František Spork, qui au XVIIIe siècle voulait soigner les pauvres dans son palais. Un richissime mécène qui avait le goût des autres et la passion des arts. Bonjour. Bonjour, je suis Dita. Olivier, ravi de te rencontrer. Ici, c'est un château et à la fois hôpital. Le fameux hôpital de Cooks. C'est d'abord un hôpital et c'est aussi l'un des plus célèbres monuments baroques de la République tchèque. Je crois que ça vaut vraiment la peine de le visiter. Pour quelle raison on en a fait un si grand hôpital? On avait besoin en fait d'une partie où les gens vivaient et l'autre partie pour le monastère, là où les moines s'occupaient des patients. Donc il fallait que ce soit très grand. Et pourquoi y a-t-il autant de statues et qu'est-ce qu'elles représentent? Ce sont des statues sculptées par le sculpteur Matthias Bernhard Braun. Il y a des statues qui représentent le vice et d'autres la vertu. Il y a 12 statues de la vertu et 12 statues du vice. Et là, qu'est-ce que c'est cette statue? Celle-là, c'est le symbole de l'espoir. L'encre est le symbole typique de l'espoir. Et celle-là? Celle-là, c'est l'amour. Une jeune mère qui représente l'amour avec ses deux petits-enfants. Ces plantes sont là depuis le début, depuis l'époque baroque, parce que cet hôpital s'en servait pour faire des médicaments. Donc on pouvait être soigné avec des plantes.
Oui, c'est ça. Elles ont toujours été là. Du haut de ces allégories en pierre, 3 siècles de compassion nous contemplent et gardent les portes secrètes. Wow. Ah, c'est beau. Ah ben voilà, donc on a une petite bataille face à face des statues de la vertu et des statues qui représentent le vice. Donc voilà, il y en a une vingtaine de chaque côté. Et c'est assez impressionnant de voir ça dans cet ancien hôpital, qui était un hôpital de la charité pour tous et pour les pauvres aussi à l'époque. Waouh! Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est? Une vieille pharmacie? Oui, une pharmacie baroque. En fait, c'est la seconde plus vieille pharmacie d'Europe centrale, après celle de Klatovy, qui est aussi en République tchèque. Et il y a différents médicaments dans les récipients? Ah oui, ils sont même incroyables. Par exemple, il y en a un à base de crâne humain ou des onguents à base d'os. Et ça marche toujours, non? Non, non. Si je suis malade, tu ne peux pas me soigner avec ce genre de médicaments. Non, je ne te le recommande pas. C'est étonnant de voir autant de médicaments. Oui, oui, oui. Tu ne les connais pas tous? Non, pas tous. Et il y en a combien? Des centaines? Oui, bien sûr, même des milliers. Tu y crois, toi, la médecine traditionnelle? Ah oui, ça dépend, ça peut marcher. Mais tu dois d'abord y croire. Si tu ne crois pas dans ton traitement, qu'il soit traditionnel ou non, c'est sans effet. Oui, aide-toi, le ciel t'aidera. Et combien d'années d'études te reste-t-il avant d'être médecin? Il me reste encore 3 années d'études. Et après, tu reviendras ici. Peut-être, on verra ça. Je file vers le sud, comme me le recommande Dita. Tous les chemins de fer mènent à la Bohême et à la Moravie. Même si le réseau est dense avec ses 10 000 km, le voyageur n'est jamais perdu. Les Tchèques vous éclairent toujours. Ils semblent même avoir une boussole dans la poche. Going to Kosen? Kosen? Je continue ma route vers des bourgades un peu plus reculées, à travers les forêts de Bohême et les royaumes d'antan. Bluden, you speak English, no? I want to go to Vysoké Mito. Vysoké Mito. Vysoké Mito. Yes? Yes. Right, okay. And up, okay. This side, huh? There. Okay, not this train. No. Thank you. Sur les quais se joue la valse aux adieux. Mais là, j'avoue, le labyrinthe ferroviaire, même s'il n'est pas cher au kilomètre, devient un peu compliqué. Et il faut jouer les lutins pour sauter de train en train. Ça marche pas. Mais si, ça marche. Ça a marché quand même. Ah oui. Okay, Merci, au revoir. Bye. Bon voyage à vous. Ok, bye. Bonjour. Je peux m'asseoir ici? Oui, bien sûr. Comment ça va? Bien, merci. Vous venez juste de vous marier? Oui, Alors vous êtes très heureux? toujours. Alors c'est comment vivre en République tchèque? C'est bien? Oui, je pense. Il n'y a pas de problème, pas de danger. No danger. Ok. Et qu'est-ce que vous faites comme métier? Moi, je suis bibliothécaire. Et avant, j'ai fait des études d'histoire. Et vous? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je travaille aux impôts. Je suis inspecteur des impôts. Pour récolter l'argent, c'est très important. Oui, c'est ça. Et vous voyagez pour les vacances ou pour le week-end? Pour le week-end, en fait. On vit dans la banlieue de Hradec Králové. Ah, ok. Ah, ce n'est pas loin. Non, pas loin. On veut visiter le château de Litomyšl. Ah, le fameux château et l'église. Castle and church also. L'église, je vais la visiter moi aussi.
C'est Litomyśl, hein? Oui, c'est ça, Litomyśl, avec le château. Et c'est une vieille machine. Oui, très vieille. Alors là, c'est le terminus du train, Litomyśl, qui est une vieille ville historique et on ne peut plus aller plus loin, voilà. Merci. Décollé, hein. Au revoir. Au revoir. Les châteaux tchèques cachent aussi d'étonnants secrets. Avec son décor Renaissance, la petite ville de Litomyśl a des airs de Prague en miniature, en plus tranquille. Dans les entrailles de la République libérée depuis la chute du mur de Berlin, les ancêtres ont parfois de drôles de têtes. Voilà, je suis dans les caves du château de Litomyśl. C'est un endroit magique où il y a beaucoup de choses modernes. Et là, je suis dans un cœur de cire. Il a fallu 5000 kilos de cire pour produire ce cœur. Et c'est le cœur de qui? Le héros national tchèque, Václav Havel. Et on a voulu montrer que le cœur des hommes et le cœur de Václav Havel étaient finalement des choses très vulnérables. Un cœur qui fait des émules. Ici, on remercie l'ancien dissident ou on espère l'amour. À l'église de Litomyśl, qui fut transformée en garage au temps des communistes, on a retrouvé le goût de l'union et de la cérémonie. Son architecte et rénovateur Marek m'invite dans ses tours. Magnifique. C'est une ville vraiment historique. Tu peux me dire ce que c'est, ces bâtiments? Oui, tu peux voir le château là. C'est vraiment dans le style Renaissance. Et là, ces bâtiments, ce sont ceux de la cathédrale qui a été détruite au XIVe siècle. Litomyśl est en fait une cité très ancienne. Elle a beaucoup grandi au XIXe siècle et aujourd'hui, parce que les élus sont très intelligents. Ils aiment la vie et l'architecture. Je pense que c'est l'une des meilleures villes de la République tchèque pour vivre. On peut aller voir l'église? Oui, bien sûr. Un travail de titan. Marek a mis 7 ans pour rénover l'église. Je suis sûr que c'était un grand défi pour toi de rénover tout ça. C'était quoi pour toi l'enjeu? J'aime les églises en général, et celle-ci en particulier, parce qu'elle a été conçue par Ali Prandi à l'époque baroque. Elle était en mauvaise condition. En 1968, elle a été fermée par les communistes. Il y avait par exemple un parking de voitures ici et 20 cm d'excréments d'oiseaux dans certains endroits. C'était comme ressentir un sentiment de destruction. C'est un endroit fantastique pour toi, j'imagine. Tu as voulu marier en fait l'architecture historique traditionnelle et le style contemporain? J'aime mélanger l'histoire et l'art moderne. Par exemple, le petit pont que tu peux voir là, c'est la quintessence de notre travail ici. Ou ces dalles, avec des dates qui rappellent l'histoire. Cette église n'a plus seulement une fonction sacrée. Elle est aussi faite pour les expositions d'art religieux ou d'art moderne.
pour les touristes aussi. C'est comme s'occuper d'un autre style de vie. Un air de swing pour redonner du lustre à la vie de château, même dans ses souterrains, ça ne fait pas de mal. Il est vrai que les Tchèques, longtemps privés de liberté, retrouvent leurs années folles. Bon, il est temps de mettre les voiles et de quitter la sarabande, car je suis attendu pour une mise à l'épreuve des papilles. Bonjour Rémi. Olivier, bonjour. Ravi de te rencontrer. Moi de même. Ouais. Bienvenue au bistrot de Papa, en République tchèque, à Vysočina. Donc c'est le restaurant tchéco-français. Un peu, et j'espère qu'on va passer un agréable moment ensemble. Ça va génial, je te suis. Avec plaisir. Donc, c'est un petit bijou ici. C'est mon petit paradis sur la terre ici. Ouais. Donc vraiment, il n'y a rien de plus beau, rien de plus sympa pour moi, quoi. Je suis vraiment au paradis. T'es venu là et t'as eu un coup de cœur, c'est ça? C'est vraiment un coup de cœur. Impressionnant, je pense que tu dois être assez inspiré pour tes recettes de cuisine. Voilà. On n'a qu'à regarder le matin et se dire qu'on a vraiment de la chance. Et dans le coin, il y a vraiment ce qu'il faut aussi pour se faire plaisir. Dis-moi, c'est bientôt l'heure pour le coup de chauffe, là. On va aller voir tes fourneaux. Allez, on y va avec plaisir. Allons-y. Marié à une Tchèque, Rémi est un chef passionné qui aime l'innovation, mais aussi le mariage des saveurs entre les deux côtés de l'Europe. Depuis quelques années, son auberge, très réputée, est pleine 3 mois à l'avance. Oh là, c'est ton antre, ton repère. C'est mon repère, c'est ma petite cuisine. Génial, dis-moi, ça sent bon, hein. Tu mélanges les ingrédients, les plantes aussi. Aujourd'hui, comme on est en automne, c'est la saison des champignons. Ouais, je vois ça. Voilà. Et ici, on a une tradition, ils font des knegniki de pain ou de... Knegniki, c'est une sorte de quenelle, on va dire. Une sorte de quenelle. Donc moi, pour m'amuser, je l'ai pris au faisan. Oui. Et à la volaille, avec des petites pommes de terre. Et on va faire une petite sauce crémée. Parce que moi, j'aime bien les petites sauces crémées. Faisan, volaille, pommes de terre et champignons, ça met l'eau à la bouche. Et pour l'automne. Alors, vas-y, on va faire la petite sauce. Donc, on ajoute la crème. Alors, je le mets là. On met la crème dedans. Un peu de crème sur les champignons tchèques. Voilà. Et ça nous fait une belle recette. Et donc, ça sent bon. Hein. Ça va sentir bon, c'est bon en plus. Ça, c'est la sauce pour les knelniki, la fameuse recette tchèque. Mais c'est une recette à toi. C'est une recette à moi. C'est un semblant de knelniki tchèque, mais avec une cuisine française. Avec une touche personnelle. Voilà, c'est la recette traditionnelle. On va appeler ça le knelniki de Rémi. En tout cas, ça sent bon. Hein. Ouais, tu me feras goûter, j'espère. Ah non. Alors, on rajoute un peu de fromage. Un peu de fromage dessus pour gratiner. Ça pour gratiner. Et tu passes ça au four. Allez, 3e étage et je ferme la porte. C'est vrai. Des recettes gratinées dont on se régale. Décidément, en Bohême, on aime la tradition, y compris celle des maîtres verriers. Au bout du village, je vais rendre visite à un ami de Rémi. Yann Rabel est un entrepreneur qui a repris cet atelier de souffleur de verre vieux de 2 siècles. Ici, l'art du verre est resté intact malgré un long sommeil, une tradition qui ne manque certes pas de souffle. Ici, c'est une usine, et avant, c'était une compagnie d'État. Ça a dû être un grand défi pour toi de reprendre l'affaire. Oui, c'était difficile, parce qu'au temps des communistes, la technologie était totalement différente. Et on produisait alors de petites pièces. Les nouvelles techniques nous permettent aujourd'hui de fabriquer des pièces plus grandes pour différentes marques internationales. Je suis sûr que vous devez exporter beaucoup. Et en même temps, tu dois maintenir la qualité des verres. Comment fais-tu? Car c'est un travail artistique finalement. Oui, c'est un travail très artistique. On souffle les verres à la main et on doit combiner le côté artisanal avec la production de masse.
Parce que les luminaires, qui sont notre spécialité, demandent à être produits en grande quantité, mais tout en continuant ce côté artisanal et fait main. Donc c'est très difficile de coordonner tout ça. Tous les verres ici sont faits à la demande. D'accord, mais ça doit être un travail très dur de souffler le verre. Oui, c'est très dur, c'est très physique, c'est un travail très difficile. Et aujourd'hui, ce n'est pas évident de trouver des gens qui veulent travailler de cette manière. Alors quelles sont les qualités requises? Elles doivent être physiques ou pas? Non, pas forcément. On n'a pas besoin d'être costaud. Les artisans doivent utiliser leur esprit, leur cerveau. Ils doivent connaître chaque seconde, chaque étape de la fabrication. Allez, je vais essayer. Bon, il y a quand même 200 ans de tradition dans cette usine de maître verrier, donc voilà, je ne suis qu'un modeste apprenti. Comme ça. Doblé. Faut souffler. Mais pas trop. C'est le premier jour. Allez. Ah, c'est pas mal. Pas mal quand même. Vas-y, encore. Ok, c'est parfait. Allez, je débraye. J'enlève le moule et voilà. Ah, c'est mieux. Voilà. Enfin, une vraie forme. Bravo. Alors, je suis un bon apprenti? Tu peux m'embaucher? Oui, bien sûr. C'est un beau métier, merci. Bon, je suis à la gare de Zdar. Il pleut, c'est un peu triste. J'espère que je vais faire de belles rencontres dans le compartiment. Bonjour, je suis Olivier, ravi de vous rencontrer. Lucas, bonjour. Vous allez aussi à Brno? Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Nous sommes danseurs. On a un collectif avec de la danse, du théâtre, un peu de cirque, un mélange de tout ça. Alors vous êtes des danseurs professionnels? Oui. Moderne, contemporaine? Contemporaine. La danse tchèque, non? Tchèque et français. Ah, d'accord, international. Et quand aura lieu votre prochaine représentation? Nous sommes en train de réaliser un nouveau projet, mais il n'aura lieu qu'en décembre. Ah, en décembre, je ne serai pas là. Mais peut-être que je peux vous voir danser ou vous entraîner, si ça ne dérange pas les passagers. Il s'est écarté là. C'est incroyable parce que voilà, Lucas et Florent me font une démonstration de leur avant-première, on va dire, dans le train. Alors, les passagers ne bougent pas, c'est comme si c'était normal, c'est extraordinaire. Tout va bien. On est dans la création et l'improvisation la plus totale. Chapeau les Tchèques. C'est assez imaginatif, ça s'appelle marcher au plafond. Bravo. Fantastique. Vous êtes d'étonnants passagers. Un théâtre renversant sur les rails. Et un ballet qui vous donne le tournis, enfin. Pas pour tout le monde. Ça, ils sont incroyables. Voilà. Okay, bon, je vais essayer de vous dire au revoir. C'est Florent ou Lucas? Okay, bye bye, Lucas. Ah, ça change. Au revoir, Lucas. Bonne chance. Good training.
Je pars à la découverte de Brno en Moravie, province méconnue. Une ville très culturelle et un peu vintage où on a longtemps lutté contre les moulins à vent. Bonjour Camilla. Olivier, ravi de te rencontrer. Camilla, enchantée. Comment dis-tu, Brno? Brno. Let's go. Let's go. Allez, je te suis. Une ville qui déborde d'énergie. Amie des deux danseurs Lucas et Florent et organisatrice de festival, Camilla connaît tous des secrets de Brno. C'est un beau théâtre. Qu'est-ce que c'est? C'est l'un des théâtres tchèques les plus importants, surtout avant la révolution de velours. C'était une place forte de la résistance pour les dissidents et les gens qui protestaient contre le régime, au temps des communistes. À l'époque des dissidents et de Václav Havel. Oui, c'est le cœur du théâtre expérimental. Oh, voilà le gars qui compte. Ah, le directeur. Oui, c'est le metteur en scène et le directeur. Et c'est lui l'ami de Václav Havel? Oui, c'est Vladimir Moravec. Václav Havel venait ici pour lui, il lisait ses pièces de théâtre, et j'ai eu la chance de le rencontrer. Mais ici, ce n'est pas la capitale. Alors pourquoi Brno est-elle si active sur le plan culturel? Eh bien, parce qu'on est proche de Vienne, proche aussi d'une autre capitale, Bratislava, et parce que c'est toujours le rôle de la deuxième ville. Tu dois toujours être meilleur que l'autre. Une compétition, non? Oui, c'est ça. On continue? Brno est une ville où les gens aiment palabrer et échanger dans les bars et les pubs. J'ai rendez-vous avec les amis de Camilla au bar du théâtre de la ville. Alors Martin, tu es écrivain. Comment est l'atmosphère ici pour écrire et être poète? Ça va? Je pense que la meilleure chose pour un écrivain, c'est de ne pas avoir un gouvernement. Un régime qui t'interdise d'écrire ce que tu veux. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de grosses voitures comme on en voit dans la rue, de belles marques, ni de belles maisons en ville, d'un hôtel particulier. Je n'ai besoin que d'être libre et d'écrire ce que je veux écrire et ce que je veux dire. Donc ça va, vivre ici pour écrire ce que tu veux. Ça va encore, oui, ça va encore. La situation change et je ne pense pas que les choses s'améliorent dans un sens politique, mais ça va encore. J'ai 54 ans et j'avais 27 ans pendant la révolution de velours, en novembre 89, et quand il y a eu les grands changements. Et je peux me rappeler ce qu'on avait avant. Je ne suis pas de ceux qui oublient ce qu'on a vécu. Et ça sera quoi ton prochain livre? Un gros roman. Le titre sera Rome. Mais peut-être que ça changera. Ça sera à propos de Brno? À propos des gens qui ont fait la première République tchèque. Alors bon vent! Dobrý den. Et Olomouc? Olomouc? Ah, ok. Děkuji. Prochaine étape, c'est Olomouc, c'est tout droit. Olomouc mérite bien son surnom de perle de la Moravie. Dans cette ville estudiantine, jadis religieuse, riche de 28 églises, on se moque gentiment des dieux. C'est aussi ça, l'humour tchèque.
Et sur l'étonnante horloge astronomique, prolétaires et paysans ont remplacé les saints traditionnels. Mais l'heure tourne et un grand compositeur m'attend. Ah, bonjour Thomas. Ravi de te rencontrer. Ici, nous sommes dans un collège de jésuites où se trouve le centre artistique de l'université de Palaszki. Ok. Allons-y alors par là. Et toi, tu es spécialiste de musique baroque, c'est ça? Pas seulement moi, c'est toute la ville qui nous invite à organiser des festivals de musique baroque. Et ce soir, tu assisteras à l'un de ces concerts. J'ai fondé ici 3 festivals. Grâce aux partitions qu'on parvient à retrouver, nous organisons un festival avec des compositions qui mélangent des livrets anciens et des œuvres originales. Les archives en Tchéquie sont pleines d'opéras et de librettos inconnus. Alors notre programme reste toujours très riche. Et à chaque saison, nous présentons 6 premières mondiales. Magnifique Thomas, ben voilà, ça c'est l'âme d'Olomouc, hein, c'est le baroque, c'est le clavecin, etc. Ben, ça vient des églises, ça vient de cette ville, qui est une ville très ancienne. C'est important de transmettre en fait ton savoir et finalement l'apprentissage de la musique à des plus jeunes. Nous cherchons à continuer dans cette tradition, même si nous avons l'impression aujourd'hui qu'on n'a pas vraiment besoin de la musique. Mais la musique construit l'homme, bien plus que les mathématiques par exemple. J'ai composé quelques opéras en utilisant de vieux morceaux de musique. On sait que les compositeurs en question ont composé des opéras, mais on n'a retrouvé que quelques pages. Alors j'ai utilisé leur musique chorale et j'ai fait un nouveau texte. Nous avons créé de nouveaux opéras à partir du peu qu'on a retrouvé. Vitaska, ok, bon voilà, ça date du XVIIIe siècle, c'est très ancien. C'est grâce à Thomas, il l'a retrouvé dans un monastère ici, un monastère jésuite à Olomouc, et il a sauvé finalement de l'oubli, ces partitions. Ok, merci Thomas pour cette leçon de musique particulière. Tu es un homme de passion. Au revoir, ravi de t'avoir rencontré. Bye bye. Je quitte Thomas pour assister 2 étages en dessous à un événement dans la chapelle jésuite. Un concert de musique baroque, évidemment. Voilà, on peut constater une fois de plus que le peuple tchèque est un peuple de mélomanes. Ils aiment la musique, les Tchèques, ils viennent dans les églises baroques, comme ici ce soir grâce à Thomas, qui leur présente donc un beau spectacle de musique ancienne. Tong. Bonjour. Je peux m'asseoir? Ravi de te rencontrer. Moi aussi. Martin. Et tu voyages par le train? Oui, je vais dans le nord de la Moravie, à Staré Mesto, pour travailler à la ferme et pour faire de la photographie aussi. Ah, tu es photographe? Oui, c'est ma passion. Et j'en vis aussi. Et qu'est-ce que tu fais comme genre de photo? Je fais des photos écologiques, sur l'agriculture et un peu de paysage aussi. Et pourquoi tu es si impliqué dans le domaine de l'écologie? En fait, mon père a une entreprise agricole et je veux montrer comment il cultive et comment les fermiers récoltent et produisent dans un but de développement durable. Ce qui est meilleur pour les animaux, pour notre santé et pour la nature. Je veux l'aider au maximum, mais aussi aider les autres fermiers tchèques, faire des vidéos, des photos, pour les soutenir et promouvoir ce qu'ils font. Et ça marche?
Oui, j'espère. Une conscience écologique qui est bien inspirée vu la beauté des lieux et qui ne demande qu'à tracer son sillon. Parmi les trésors de la nature, le lac de Palava, très prisé des Tchèques pour ses paysages et ses poissons. Bonjour Aleš. Bonjour. Ce sont de gros poissons. C'est bon pour manger? Oui, là il y a des silures et des perches. Et c'est donc ta ferme piscicole ici? Oui, c'est le centre de traitement des poissons de notre pisciculture. On traite des poissons qu'on élève aussi ailleurs et en même temps on repeuple le lac. Et il y a beaucoup de poissons dans le lac? Oui, ce lac est assez poissonneux parce qu'il est peu profond et bien ensoleillé, et aussi parce que l'alimentation y est naturelle, ce qui fait que la reproduction des poissons est assez importante. Et c'est toujours un beau métier d'être pêcheur sur ce lac. Eh bien, être pêcheur, c'est le meilleur métier parce que c'est un métier du cœur. Et si on fait notre métier avec amour, alors c'est vraiment ce qu'on peut avoir de mieux. Tu aimes ton métier, n'est-ce pas? Oui, j'adore vraiment mon travail. On peut voir beaucoup de poissons par ici. On peut les attraper à la main. Ils sont très proches. Oui, si tu es bon, tu peux essayer. Sous ces eaux, un village englouti dont il ne reste plus rien, ou presque. Et là, c'est l'église. Et il n'y a plus de maison. Oui, avant le lac, il y avait ici un village qui s'appelait Mušov. Et l'église, c'est tout ce qui reste de ce village. Donc pour toi, Aleš, il est très important de protéger la nature. Tu penses que ça progresse bien en République tchèque? Je pense que la protection de la nature est fondamentale pour l'homme moderne, parce qu'on protège la nature non seulement pour nous, mais aussi pour nos descendants et nos enfants. Je pense que pour l'homme d'aujourd'hui, la nature doit faire partie de soi-même. La protection de l'environnement et le séjour dans la nature nous procurent en fait un calme intérieur et la force pour aller plus loin. Et on voit bien que notre activité nous donne un sens. Si on protège un lieu et si la vie y revient ensuite, c'est quelque chose qui réchauffe notre âme. On a tous besoin de ressentir ce sentiment et de donner de l'amour à la nature. Dans chaque train de Moravie, une rencontre. À 31 ans, Miloš est déjà professeur de sciences politiques à l'université. Il m'emmène vers la frontière, ma dernière étape. Alors dis-moi Miloš, où est-ce qu'on se trouve quand on est en République tchèque? Aux marges de l'Europe ou au cœur de l'Europe? Définitivement au cœur de l'Europe. Je ne crois pas que personne en République tchèque puisse dire autre chose. On aime l'idée d'être au centre de l'Europe. Comme pour d'autres nations, on sait que certains peuples ont joué un rôle crucial dans l'histoire de l'Europe. As-tu des rêves pour toi et les Tchèques? Et quelles sont les attentes des jeunes ici? Je pense que mon rêve personnel pour la République tchèque, c'est de détruire l'attitude communiste et le style de vie dans notre esprit. Parce que les 40 ans de communisme, au final, continuent de façonner nos attitudes et la société. Et je constate que pour ma génération, même si on ne se rappelle pas de l'époque communiste, eh bien, comme on est éduqué par les enseignants et nos parents, qui eux ont été façonnés par l'époque communiste, cette tentation existe toujours pour nous.
Une arche sans triomphe. En 1815, un prince autrichien a dédié un curieux monument perdu dans la forêt à son père et à ses frères. Désormais, cette colonnade est une porte ouverte sur la paix et sur l'espoir. Ce monument a été construit par le prince Liechtenstein, qui était un général de l'armée d'Autriche. À quoi sert-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est juste une attraction touristique. Mais c'était une tour de guet pendant la période communiste, parce que nous sommes très proches de la frontière avec l'Autriche. C'est à 300 ou 400 mètres d'ici. C'était donc le point de rupture entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. C'était un endroit très difficile. Alors le rideau de fer se trouvait derrière nous. Aujourd'hui, l'endroit est totalement ouvert. Oui, c'est totalement libre de traverser la frontière avec l'Autriche, sans aucune limite. Donc c'est bien pour les Tchèques et je suis sûr pour tes rêves personnels. Oui, c'est exactement ça. D'accord, une porte ouverte. Merci d'être venu. Merci Milos. Voilà, c'était le monde du train en République tchèque. Des rencontres avec des personnages attachants dans des provinces souvent méconnues, mais qui valent, comme on dit, le détour. Bref, un pays qui donne la pêche. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.